Il y a toujours beaucoup de Ouais. questions. Mes chers collègues, Madame la Présidente, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Laure de la Raudière, présidente depuis désormais 2 ans. Le temps passe vite, de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Vous êtes accompagnée à la fois par Madame, alors attendez, Monsieur le directeur général adjoint, c'est ça, voilà, merci, ainsi que des membres du collège de l'ARCEP, voilà, et votre cabinet. Soyez tous les bienvenus. Madame la Présidente, nous vous avions auditionné la dernière fois le 20 janvier 2021 dans le cadre de la procédure de nomination qui est prévue à l'article 13 de la Constitution. Et si nous avons souhaité effectuer un premier bilan d'étape avec vous, c'est parce qu'en 2 ans, le contexte a beaucoup changé dans les secteurs des postes et des télécommunications. Alors, disons-le un peu cash, disons-le un peu tout de suite, le contexte actuel n'est pas à l'apaisement, mais j'utiliserai 3 mots, plutôt à l'agacement, à l'inquiétude et parfois à l'offensive. Je pense premièrement à l'agacement des habitants et des élus, qui portent désormais plainte contre les opérateurs de télécommunications en raison des retards, en raison des incidents, des dysfonctionnements répétés dans le déploiement de la fibre, forcés de cadenasser des armoires de raccordement, de prendre des arrêtés contraignants. Les opérateurs contraint les opérateurs à partager leur calendrier d'intervention et les techniciens à s'enregistrer même au commissariat, voire même de s'adresser directement à l'autorité que vous présidez. Les élus sont devenus des régulateurs du quotidien d'un secteur qui, aux yeux de beaucoup, s'apparente aujourd'hui à une forme de Far West sans shérif. Face à cette situation, l'autorité que vous présidez a publié en novembre dernier un nouveau plan d'action pour améliorer la qualité de l'exploitation des réseaux en fibre optique, dont l'état, notamment en Île-de-France, s'avère moins bon que dans les autres régions, selon la dernière analyse de terrain que vous avez menée. Quels sont donc, Madame la Présidente, les engagements pris par les opérateurs pour améliorer la qualité des raccordements à la fibre et de quelle façon l'ARCEP les contrôle et, le cas échéant, les met en demeure de se conformer à leurs obligations et de respecter leurs nouveaux engagements. Alors que la demande d'autorité, de sanctions et d'annonces de mesures fortes se fait de plus en plus pressante, vous défendez, Madame la Présidente, un modèle de régulation d'abord centré sur la concertation. Mon caractère me mènerait aux mêmes conclusions. Entre dialogue et sanctions, comment trouver le bon équilibre afin de permettre à l'ARCEP d'exercer pleinement les fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Je pense aussi à l'agacement des abonnés qui, en ce début d'année marqué par une inflation qui pourrait atteindre 7%, voient le prix de leur forfait mobile augmenter de quelques euros par mois. Alors certes, la France, grâce à une intensité concurrentielle forte, dispose de prix parmi les plus bas d'Europe, peut-être même parmi les pays du monde les plus bas. 15,70 € en moyenne pour un forfait mobile, 33 € en moyenne pour un abonnement Internet fixe. Mais là aussi, lorsque les prix augmentent, que la qualité de service n'est pas au rendez-vous et que les déceptions d'usage sont nombreuses, les attentes sont fortes vis-à-vis du régulateur. À l'agacement s'ajoute aussi l'inquiétude, je le disais tout à l'heure, inquiétude des élus et des habitants qui sont concernés par les fermetures du réseau cuivre. D'ici 2025, il est estimé que 670 000 foyers ne disposeront pas de la fibre optique en raison de la complexité de leur raccordement au réseau, alors même que l'ARCEP a fixé un critère de 100% de locaux raccordables à la fibre optique sur le territoire d'une commune pour pouvoir fermer le réseau cuivre dont Orange est l'opérateur d'infrastructures unique et historique. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que les personnes seront écartées de l'accès à la fibre ou est-ce qu'Orange devra prolonger temporairement et localement l'accès à son réseau cuivre afin de respecter ce critère? À l'inquiétude s'ajoute ensuite l'offensive, qui est d'abord celle des opérateurs. Lors de son audition remarquée devant notre commission le 30 novembre dernier, Madame Christelle Edman, directrice générale d'Orange, a annoncé préparer, dit-elle, de lourds contentieux contre l'ARCEP à propos de l'encadrement contesté des tarifs de dégroupage, une annonce très médiatisée qui ne vous a certainement pas échappé et qui témoigne des divisions qui agitent le secteur. Dans ce contexte, nous sommes impatients de bénéficier donc de vos éclairages. Est-ce qu'une hausse des tarifs de dégroupage vous paraît justifiée? Sinon, comment assurer une juste régulation du secteur des télécommunications sans favoriser ou défavoriser
un opérateur plutôt qu'un autre. Si la concurrence dans le secteur des télécommunications mobilise aujourd'hui toute notre attention, il y a un dernier sujet sur lequel je souhaiterais vous interroger. Depuis le 1er janvier 2023, la Poste commercialise un nouveau catalogue de services d'envoi postaux qui relève du service universel postal. Cette réforme se matérialise notamment par la suppression du timbre rouge et l'optimisation par l'expérimentation sur 68 sites de tournée de distribution du courrier par les facteurs. Nous auditionnerons prochainement Philippe Val, le PDG de la Poste, mais je souhaiterais savoir si l'ARCEP s'est prononcée sur cette réforme. En tant que présidente de l'autorité chargée de faire respecter les obligations de service public qui incombent à la Poste, pensez-vous que nous sommes en train d'assister à une réduction déguisée de ce service universel postal, ou s'agit-il plutôt de mesures d'optimisation rendues nécessaires par l'évolution des usages? Voilà, le menu est grand et je suis sûre que vous aurez beaucoup de questions tout à l'heure par l'ensemble de nos collègues. Madame la Présidente, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de votre accueil ce matin. Je suis venue, comme vous l'avez dit, accompagnée de 2 membres du collège de l'ARCEP ce matin, Banya Bakache, professeur en sciences économiques, et Emmanuel Gabla, ingénieur général des mines. Vous connaissez aussi peut-être ma conseillère Virginie Matteau et le directeur adjoint de l'ARCEP, Olivier Coroller. Pour rebondir sur vos propos introductifs, Madame la Présidente, je vais d'abord évoquer finalement le dernier point que vous soulevez, qui est celui de la Poste. Comme vous le savez, la Poste fait face à une baisse du courrier, de son activité historique. Et la baisse du courrier a coûté 600 millions d'euros de chiffre d'affaires à la Poste en 2021. Et les prévisions sont les mêmes pour 2022. Dans ce contexte, l'équilibre économique du service universel postal est remis en cause et le Parlement nous a confié d'ailleurs une nouvelle mission dans la loi de finances pour 2022, celle d'évaluer le coût net du service universel postal. Avec un coût que nous avons estimé à 1,6 milliard d'euros et un versement de l'État à la Poste égal à 520 millions d'euros au titre de l'année 2021, nous avons pu ainsi vérifier l'absence de surcompensation. Nous avons aussi effectivement rendu des avis sur la nouvelle gamme des services inclus dans le service universel et lancée par la Poste au 1er janvier 2023. L'objectif est bien une réduction des coûts de la mission de service universel. Vous voyez la différence entre le versement de l'État et le coût estimé préalablement à ces mesures. Mais dans nos avis, nous avons demandé à la Poste de vérifier l'accompagnement qui serait fait sur le lancement de cette nouvelle gamme auprès des Français. Nous avons aussi demandé à ce qu'une évaluation nous soit remise de cette nouvelle gamme régulièrement. Il est bien sûr trop tôt aujourd'hui pour faire une évaluation puisque cela a été lancé il y a 1 mois. Et parallèlement, nous veillerons, comme nous le faisons de toute façon, à ce que la Poste respecte l'ensemble des obligations de la mission de service universel postal qui est lui attribuée au titre de la loi. Concernant les enjeux de la régulation du secteur des télécommunications, je vous propose quand même de commencer par les bonnes nouvelles, malgré un tableau qui est celui que vous avez dressé et qui est réaliste. C'est toutes les situations que vous avez citées, ce sont des constats que nous avons aussi, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors non, ne nous privons pas. Pendant la crise sanitaire, le secteur a bien résisté. Les réseaux ont été massivement sollicités et ont fait preuve de résilience. La crise n'a pas freiné les investissements des opérateurs. Au contraire, puisqu'ils ont investi plus de 40 milliards d'euros ces 3 dernières années pour apporter une meilleure connectivité fixe et mobile aux Français, sans compter l'intervention publique de l'État et des collectivités. Je tiens à le saluer. D'abord, bien évidemment, pour saluer l'engagement des opérateurs et aussi des collectivités dans cet objectif. Mais je souhaite aussi rappeler que c'est le fruit d'un choix de régulation résolument tourné vers l'investissement et qui place l'intérêt des utilisateurs au cœur de ces objectifs. Nos choix de régulation offrent la stabilité et la prévisibilité dont les acteurs économiques ont besoin pour investir.
Ils s'inscrivent aussi dans un temps long, celui des investissements dans les infrastructures, et répondent aux enjeux d'aménagement numérique du territoire portés par les politiques publiques, et je dirais portés par les élus que vous êtes aussi. Sans méconnaître les difficultés économiques conjoncturelles, cela nécessite de voir loin, de penser aux équilibres de tous les acteurs, opérateurs historiques, opérateurs d'infrastructures fibres, opérateurs commerciaux, collectivités aussi, et de mettre au cœur de notre action l'intérêt des utilisateurs particuliers et entreprises, et ceci dans tous les territoires. J'y suis particulièrement attentive. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui et quels sont les enjeux à venir? Les résultats, commençons par le mobile. Le New Deal, lancé en juillet 2018, porte ses fruits et est largement plébiscité. Ce changement de paradigme dans l'attribution des fréquences, sous l'impulsion politique des élus, a été l'engagement de tous. Gouvernement et l'ARCEP pour la conception, opérateurs bien sûr pour le travail collectif et constructif réalisé, collectivités dans le choix des zones à couvrir, ARCEP pour le contrôle des obligations. Cela fonctionne bien. Je pense naturellement au dispositif de couverture ciblée avec déjà 1780 sites choisis par les collectivités, dont 94% quadri-opérateurs qui ont été mis en service au 30 septembre 2022. Mais le dispositif de couverture ciblée n'est pas la seule obligation du New Deal. La généralisation de la 4G en est une autre. À la même date, selon les opérateurs, de 97,5 à 99% des sites français ont la 4G. De même, les 4 opérateurs avaient l'obligation de fournir à leurs clients une solution d'appel sur Wi-Fi. C'est fait et très utile pour améliorer la couverture à l'intérieur des bâtiments ayant un accès Internet et du Wi-Fi. D'autres obligations sont aussi associées au New Deal, qui concourent également à l'amélioration de la couverture mobile sur les territoires. L'obligation de couverture des axes routiers prioritaires ou encore l'exigence de qualité de service dans les obligations générales des opérateurs. Et enfin, grâce aux objectifs de déploiement de la 4G fixe, 1000 sites vont permettre une montée en débit sur certaines zones où la fibre n'est pas encore déployée. Pour finir avec le mobile, après les inquiétudes citoyennes et politiques en 2020 et 2021 autour du lancement de la 5G dans la bande de fréquence 3,5 GHz, les travaux de concertation et de débat organisés par les collectivités, dans lesquels d'ailleurs l'ARCEP a été régulièrement impliquée, ont permis d'apaiser la situation et la 5G se déploie actuellement dans toutes les agglomérations ainsi que progressivement dans les villes moyennes. Parallèlement, la fibre est devenue le réseau d'accès à Internet de référence pour les Français, puisqu'en 2022, la barre des 50% des abonnements Internet haut débit et très haut débit a été franchie et le nombre de locaux rendus raccordables à la fibre approche désormais les 80%. On peut là aussi dire que le plan France très haut débit est un succès collectif, tant pour le rythme de déploiement que pour la maîtrise des dépenses publiques et maintenant pour le succès commercial. C'est d'ailleurs ce que souligne le récent rapport de France Stratégie en mettant en avant plusieurs facteurs clés de succès, la stabilité dans le temps du cadre réglementaire mis en place dès 2009, qui a apporté une prévisibilité essentielle pour les investisseurs privés et publics, et la gouvernance du plan France très haut débit qui a associé tout le monde. Gouvernement, ARCEP, parlementaires, collectivités, opérateurs. Un peu comme dans le cas du New Deal, même si le contexte est différent, l'implication de tous dans un objectif commun majeur autour d'un enjeu de politique publique qui est d'apporter une connectivité fixe à très haut débit à chaque Français, à chaque entreprise, permet d'obtenir des résultats. Ce succès du plan France très haut débit, ce sont des efforts industriels et humains tout à fait remarquables de la part des opérateurs et des collectivités, mais je veux aussi saluer l'ensemble des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent sur le terrain au déploiement des réseaux. Dans ce contexte, quels sont les enjeux et quelles sont nos priorités de régulation pour les années à venir? L'enjeu d'avoir une bonne qualité des réseaux fixes et mobiles disponibles partout à tarifs abordables demeure bien sûr la première priorité de la régulation et nous y avons associé l'enjeu d'avoir un numérique durable. Pour répondre à ces enjeux, quelles sont nos priorités?
Elles sont tournées vers la satisfaction des utilisateurs, qu'il s'agisse de l'amélioration de la qualité des raccordements fibres, et vous avez évoqué la situation actuelle, j'y reviendrai, de la poursuite des déploiements fibres, de la fermeture du réseau cuivre et du maintien de la qualité de service du réseau jusqu'à sa fermeture, ou encore de la prise en compte dans nos actions de régulation de l'impact environnemental du numérique. Je vous propose d'aborder chacune de ces priorités en commençant par la qualité de service sur la fibre. Elle a été sans doute ma première priorité lorsque j'ai été nommée il y a 2 ans comme présidente de l'ARCEP. Tout le monde se félicitait alors du volume des déploiements qui atteignait des niveaux records avec près de 6 millions de nouveaux locaux rendus raccordables à la fibre en 2020. Mais les situations invraisemblables et inacceptables vécues par nos concitoyens, le nombre d'alertes reçues d'élus confrontés à ces situations dans leur commune, témoignages que vous recevez tout aussi en tant que parlementaire, m'ont conduit à prioriser les travaux sur ce sujet. En 2021, les opérateurs n'avaient toujours pas mis en place les processus de contrôle, ni les outils permettant de tracer les interventions effectuées sur les réseaux et d'identifier les responsables des malfaçons et des dégradations sur leur réseau. Ils étaient aussi dans un certain déni de l'importance du sujet. Aujourd'hui, les travaux ont avancé. D'une part, grâce aux indicateurs collectés depuis avril 2021, l'ARCEP a identifié que certains réseaux concentraient les incidents. Cela concerne 2% des lignes fibres sur quelques réseaux, principalement en Île-de-France, comme l'avait mentionné. Les opérateurs concernés ont notifié à l'ARCEP des plans de reprise de leur réseau. Ainsi, Altitude a présenté fin septembre 2022 un plan de reprise pour les réseaux concernés. Ce sont les réseaux ex-Covage, ex-Tutor dans l'Essonne et dans le Calvados, se déroulant jusqu'à mi-2023. Et XP Fibre a présenté mi-novembre 2022 un plan de reprise pour certains de ces réseaux les plus dégradés. L'ARCEP effectue le suivi de ces plans de reprise afin de veiller au respect par les opérateurs des engagements pris. D'autre part, à la demande de l'ARCEP et du gouvernement, la filière a remis un plan d'action pour améliorer la qualité des réseaux fibres en septembre dernier. Je reconnais le travail collectif réalisé sur ce sujet. L'ARCEP en assure un suivi mensuel et nous serons particulièrement vigilants sur l'exécution de ce plan, permettant notamment la mise en place d'un réel contrôle des opérations réalisées par les agents d'intervention sur le terrain et ainsi éviter les débranchements sauvages, mais aussi un engagement à avoir des agents qualifiés et formés pour assurer les interventions, que ce soit chez les clients ou sur les réseaux. Ce plan doit conduire partout, sur tous les réseaux, à une amélioration des pratiques et à la remise en état des infrastructures dégradées au fil de l'eau. Cet enjeu de qualité de service nous paraît important à plusieurs titres. D'abord parce qu'il n'est pas acceptable que la promesse technologique et les investissements massifs réalisés fassent l'objet de tant de déceptions, parce qu'il n'est pas acceptable d'avoir des situations comme celles que vivent nos concitoyens, mais aussi parce que cet enjeu nous apparaît d'autant plus important dans la perspective de la fermeture du réseau cuivre par Orange. Il faut pouvoir compter sur un réseau fibre bien construit et bien exploité pour permettre et réussir la substitution du réseau cuivre par cette nouvelle infrastructure. Tout comme il faut que la qualité de service du réseau cuivre se maintienne jusqu'à sa fermeture. J'allais dire s'améliore. C'est essentiel. Mais ce n'est pas le seul préalable. Pour vouloir fermer le réseau cuivre, et c'est un enjeu et un projet structurant pour la filière, il faut aussi que les déploiements des réseaux en fibre optique soient terminés. Or, nous constatons depuis quelques mois que même si le volume global reste élevé, du fait des déploiements en zone d'initiative publique notamment, il ralentit de façon très inquiétante dans les zones moins denses d'initiative privée et dans les zones très denses. Le ralentissement des déploiements d'Orange en zone AMI est problématique. D'abord, car il prive certains de nos concitoyens du bénéfice de la fibre, bien évidemment, et rappelons à cet égard qu'il s'agit d'engagements librement consentis
par les opérateurs concernés. Certains d'entre vous s'en souviennent. Ce choix a d'ailleurs été fait à l'encontre de la volonté de certaines collectivités de déployer sur ces zones. Ensuite, il est aussi problématique car il fragilise la trajectoire de fermeture du réseau cuivre. J'insiste, il n'est pas responsable d'avoir comme stratégie de fermer le réseau cuivre et en même temps d'arrêter les déploiements de la fibre en zone amie ou en zone très dense. J'espère que le plan stratégique qui sera présenté par la nouvelle gouvernance d'Orange à la mi-février sera l'occasion de rectifier le tir. Alors comment faire de ce plan de fermeture du cuivre un succès? D'abord par une excellente gouvernance et une parfaite concertation. Le succès du plan reposera dans la mise effective par Orange d'une gouvernance associant réellement toutes les parties prenantes et dans un esprit de parfaite concertation avec l'opérateur d'infrastructure de la zone, bien sûr, mais aussi avec tous les opérateurs commerciaux et les collectivités concernées. Je regrette qu'Orange ne s'appuie pas davantage sur les propositions faites par les collectivités concernant les communes devant faire l'objet des premières fermetures. Il paraît préférable, en effet, de commencer par les communes et les élus les plus motivés. Cela faciliterait grandement les opérations. De plus, Orange doit beaucoup plus partager toutes les informations dont il dispose, notamment celles permettant de réconcilier les adresses de présence du réseau cuivre avec celles du réseau fibre de l'opérateur d'infrastructure, et ceci afin de permettre une substitution des deux réseaux. Enfin, il faut veiller à ce qu'une communication neutre et rassurante soit assurée auprès des Français concernés par la fermeture du réseau cuivre. Sur le marché entreprise, le projet de fermeture du réseau cuivre est aussi stratégique, tant de nombreuses entreprises en sont encore dépendantes. La bascule du cuivre vers la fibre est donc l'occasion de développer la concurrence sur ce marché, ambition que porte l'ARCEP depuis plusieurs années. Nous pourrons y revenir à l'occasion des questions si vous le souhaitez. Dernier point que je voulais aborder dans mon propos liminaire, mais non des moindres, la prise en compte des enjeux environnementaux du numérique. Et comme le mentionne le rapport du Sénat réalisé en 2021, l'empreinte carbone du numérique représente 2% de l'empreinte totale en France. Cela peut paraître peu, mais sa croissance est exponentielle du fait de la multiplication des usages du numérique et des terminaux connectés. Il nous paraît donc essentiel que le secteur du numérique, qui peut, par des services innovants, contribuer à apporter des solutions face aux enjeux climatiques, ne s'exonère pas pour autant des efforts à faire pour réduire lui-même son empreinte. C'est pour cela que nous avons ouvert un nouveau chapitre de la régulation avec la prise en compte des enjeux environnementaux du numérique. Grâce à la proposition de loi du Sénat, d'ailleurs de Patrick Chaize, la loi REEN 2, votée en décembre 2021, notre collecte de données environnementales est désormais élargie à l'ensemble des acteurs du numérique. Notre pouvoir de collecte est élargi à l'ensemble des acteurs du numérique et viendra progressivement enrichir l'enquête annuelle pour un numérique soutenable. Ces résultats vont donner une vision chiffrée inédite de l'empreinte environnementale du numérique. Nous poursuivons 4 objectifs. Le premier, informer les citoyens, les acteurs publics et l'ensemble des parties prenantes sur les impacts environnementaux du secteur. Le deuxième, c'est d'identifier les activités des acteurs économiques susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, un impact positif sur l'environnement. Le troisième, c'est inciter les acteurs à cibler leurs actions vers les mesures les plus efficaces en matière d'impact. Et puis, le dernier, c'est suivre l'évolution de ces indicateurs dans le temps, permettant d'apprécier les effets des actions de protection de l'environnement mises en place par les entreprises et de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques sur le numérique et l'environnement. Je veux finir mes propos liminaires en vous assurant de l'engagement de l'ensemble des membres du collège, de tous les arcépiennes et les arcépiens, de l'équipe de direction, à défendre les objectifs d'intérêt général et les priorités politiques que vous nous fixez par la loi, sur l'ensemble des secteurs que nous régulons, avec en ligne de mire, en boussole, la satisfaction des utilisateurs. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, il y a de très, très nombreuses questions. Je vais commencer par une intervention de Patrick Chaise, puis Anne-Catherine Loisier. Merci, Madame la Présidente de l'ARCEP, Madame et Messieurs les membres du Collège, mes chers collègues. Je suis tout d'abord ravi, Madame la Présidente, de pouvoir vous auditionner quelques semaines après avoir entendu Madame Christelle Hedman, directrice générale du groupe Orange. Ce n'est pas trahir un secret que d'avouer que l'intérêt de votre audition a été renforcé par les propos tenus lors de cet échange. Mon questionnement se décomposera en 3 thèmes. Le dégroupage, la qualité de service du réseau cuivre et enfin le déploiement de la fibre optique. Concernant le dégroupage, Madame Hedman a indiqué que entre le dégroupage et le génie civil, si le régulateur ne prend pas les décisions qui s'imposent, ce sont 228 millions d'euros de recettes essentielles pour maintenir l'infrastructure que nous ne percevrons pas, je la cite, et qui resteront dans les caisses des opérateurs commerciaux. Pour vous donner une illustration concrète, cela correspond à accueillir gratuitement l'un des 3 grands opérateurs commerciaux. Quelle est votre réaction à ce propos ? Une façon de répondre pourrait être d'augmenter très significativement le tarif du dégroupage, de sorte que les opérateurs soient incités économiquement à migrer leurs clients vers la fibre, dans l'esprit de la création de la zone fibrée créée dans le cadre de la loi Macron. Sur la qualité de service du réseau cuivre, Madame Hedman a indiqué « La meilleure façon d'améliorer la qualité de service du cuivre, c'est de fermer le réseau », rappelant qu'il était urgent de traiter l'équation économique du réseau cuivre, car il y a derrière cette équation le sujet essentiel de la qualité de service du cuivre, encore primordial pour quelques années. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe ailleurs en Europe? Plus particulièrement, quelles obligations de qualité de service pèsent sur les offres de gros cuivre des opérateurs historiques dans nos pays voisins, tels que l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie? Est-il soutenable de maintenir des obligations exigeantes de qualité de service pour le réseau cuivre d'Orange dans les conditions actuelles de prix? Enfin, concernant les obligations sur les réseaux fibre optique, elle a annoncé qu'elle était étonnée face aux menaces de sanctions pour non-respect des engagements L3313. Elle a également précisé que la France était le pays le plus fibré d'Europe, avec plus de 130% de locaux éligibles à la fibre entre 2017 et 2022, et dans les territoires les moins denses. Comment réagissez-vous à ces propos? Quelle est votre interprétation sur les engagements pris par les opérateurs? Comment et surtout pourront-ils être atteints? Quelles sont vos actions pour Orange, mais aussi pour les autres opérateurs? Et comment se passent les déploiements et les contrôles de fibre optique dans les autres pays comparables? Je vous remercie. Anne-Catherine. Merci, Madame la Présidente, merci beaucoup de votre présence. Alors peut-être juste pour rebondir sur et compléter les thèmes évoqués par mon collègue Patrick. Moi, j'ai une éternelle question en matière de qualité des services, c'est quand même le fonctionnement des comités cuivre. Je m'évertue à essayer d'y participer depuis des mois et je n'y arrive pas. Alors voilà, je pense que si les comités cuivre, vous savez, vous l'avez un peu évoqué en parlant de ce manque de concertation et de transparence et d'information sur les territoires. Donc effectivement, je pense qu'en tout cas, si les élus pouvaient y être davantage associés à la fermeture des réseaux cuivre sur leur territoire et avoir un éclairage plus précis, ça contribuerait en tout cas certainement à une plus grande efficacité. Une petite question sur le financement des réseaux qui a été effectivement et également évoqué lors de notre audition de Madame la Directrice Générale d'Orange, c'est le financement des réseaux au regard notamment de l'évolution des trafics et la contribution éventuelle donc des grandes plateformes. Que pensez-vous en fait de ce dispositif, en tout cas d'une nouvelle réglementation qui permettrait ainsi d'instaurer peut-être un mécanisme de compensation des coûts et des investissements majeurs qui sont réalisés et qui seront encore à réaliser? Et puis enfin, un dernier sujet qui me tient aussi à cœur, il s'agit en fait de l'accès aux infrastructures qui sont détenues par les sociétés d'autoroutes ou les sociétés ferroviaires. Ça fait un petit moment que je travaille sur ce sujet avec les opérateurs
opérateurs alternatifs qui m'ont souligné en fait l'opacité d'accès à ces réseaux, notamment en matière de pratiques tarifaires. Donc, vous êtes-vous penché sur ce sujet, puisque les réseaux dont disposent les sociétés routières sont importants sur l'ensemble du territoire et pourraient notamment être des supports en matière d'accès pour les entreprises et le maillage, en tout cas économique, de notre territoire. Donc, avez-vous un projet en matière de régulation de ces politiques tarifaires sur les réseaux des concessionnaires? Merci. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous proposer, Madame la Présidente, de répondre à nos deux rapporteurs et puis ensuite je prendrai les questions supplémentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos questions. Ça me permet de répondre à des sujets qui ont été soulevés à plusieurs reprises et donc je vous en remercie. Alors, sur le tarif du dégroupage, Orange nous a saisi mi-octobre 2022 d'une demande de révision des tarifs de dégroupage. Nous avons examiné bien évidemment cette demande et avons trouvé légitime la demande faite sur la révision de la partie fixe, de la partie liée à l'IFER fixe dans le tarif du dégroupage. Nous avons donc mis en consultation publique, ça devait être juste avant Noël, une proposition de révision sur ce point afin de recueillir naturellement l'avis de l'ensemble des parties prenantes. Orange a décidé néanmoins de contester devant le Conseil d'État le tarif du dégroupage fixé par l'analyse de marché 2020, de décembre 2020. Ce contentieux en cours ne me permet pas d'être très bavarde aujourd'hui. Néanmoins, c'est peut-être utile d'avoir en tête qu'il y a encore 15 millions de lignes cuivre actives en France, ce qui représente 2 milliards d'euros de revenus annuels pour Orange au tarif du dégroupage actuel. Mais pour prendre le sujet plus globalement et pour répondre aussi à une question que vous avez soulevée, Madame la Présidente, l'économie de la filière, c'est vrai aujourd'hui, même si les opérateurs montrent une capacité d'adaptation et une grande résilience, la crise énergétique et l'inflation ont des répercussions sur des postes de coûts variés. Et pour autant, le marché des services de télécommunications de masse est un marché nature qui, en même temps, nécessite toujours de lourds investissements. Or, les revenus ne suivent pas nécessairement. Les opérateurs peinent à trouver des relais de croissance. Et donc, c'est vrai que l'équation économique actuelle du secteur n'est pas évidente. Mais c'est vrai pour Orange, c'est vrai aussi pour tous les autres opérateurs. Sur la qualité de service du réseau cuivre, certains territoires n'auront pas la fibre avant encore quelques années. Donc oui, le maintien d'un réseau de cuivre de qualité dans le contexte de la transition cuivre-fibre est indispensable. Et nous n'avons aucun élément aujourd'hui qui nous laisse penser qu'Orange ne peut pas respecter ses obligations de QS compte tenu des revenus qu'il tire actuellement de son réseau. Les problèmes de qualité de service du cuivre ne sont pas nouveaux, et vous le savez. Ils ne sont pas apparus avec le vidage du réseau cuivre. En 2017, une baisse de la qualité de service est constatée sur les indicateurs de qualité de service que nous suivons. Et ce qui a conduit l'ARCEP, la formation RDPI de l'ARCEP, à mettre en demeure Orange de respecter ses obligations de qualité de service. La situation s'est améliorée légèrement avant de se redégrader de nouveau en 2020. Donc nous avons prolongé l'encadrement de la qualité de service du réseau cuivre en précisant des seuils chiffrés à respecter par Orange de nature à assurer un accès effectif au réseau de boucles locales cuivre. En 2021, sous la pression des élus, du gouvernement et de l'ARCEP, un plan cuivre a été mis en place par le gouvernement avec l'opérateur historique Orange. C'est à cette occasion que les comités cuivre ont été créés, alors pas nécessairement dans tous les départements, mais qu'une circulaire du Premier ministre a demandé au préfet de créer ces comités de suivi cuivre. Dans certains départements, nous avons l'information que ça marche, c'est efficace, ça permet une concertation, ça permet aussi d'avoir... certains préfets ont
traitent l'ensemble des sujets, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord une première partie de la réunion où il y a le New Deal, une deuxième partie où on va regarder les déploiements de la fibre, et puis une troisième partie, mais sans les opérateurs alternatifs, où ils parlent du cuivre. Donc je pense que c'est variable d'un département à l'autre, et peut-être qu'un point avec l'ANCT sur ce sujet serait le bon organisme d'État pour cela. Alors pour nous, c'est indispensable de pouvoir compter jusqu'en 2030 sur un réseau cuivre qui tient la route. Et donc, il faut que partout où c'est possible, Orange ait la possibilité réelle de fermer son réseau cuivre là où les réseaux FTTH peuvent effectivement s'y substituer. Et comme cela, Orange pourra concentrer ses efforts et ses moyens là où le réseau cuivre reste nécessaire. Concernant la comparaison européenne, alors nous avons fait un benchmark avec quelques pays européens, ceux que vous citez, monsieur le sénateur, et la Suède aussi, Allemagne, Espagne, Italie, Suède, notamment pour voir comment ils prenaient et comment les autorités de régulation avaient encadré les projets de fermeture des réseaux cuivres dans ces pays. Les situations sont très variables. Je dirais que l'Espagne et la Suède sont très avancées. Le projet de fermeture du réseau cuivre en Espagne et en Suède date de 2015. 94 à 96% des locaux sont fibrés. Mais pour autant, il y a toujours, pour les parties du réseau cuivre qui restent, des indicateurs de qualité de service qui sont imposés à ces opérateurs. Concernant les deux autres pays, Allemagne, Italie, ils sont beaucoup moins engagés que la France ou que ces autres pays dans le déploiement de la fibre ou dans le plan de fermeture du réseau cuivre. Et il existe bien évidemment des indicateurs de qualité de service et des obligations de qualité de service aux opérateurs. Donc ça montre en fait que dans tous les pays, l'enjeu de maintenir la qualité de service sur le réseau cuivre est important jusqu'à sa fermeture. Alors, on ne quitte pas la qualité de service pour parler... ah non, les obligations de fibre optique, pardon. C'est plus le déploiement et votre remarque, monsieur le sénateur, sur l'étonnement d'Orange. Pour nous, les engagements pris doivent être respectés. Le rôle du régulateur, c'est justement de les faire respecter. Donc je suis étonnée moi-même de l'étonnement d'Orange sur le fait que nous avons mis en demeure Orange de respecter les engagements qu'ils ont pris et sur le fait finalement que le régulateur joue son rôle. Orange conteste cette décision de mise en demeure, notamment considérant avoir pris un engagement sur un volume de lignes au sens d'indicateurs statistiques INSEE datés à déployer et l'a attaqué. Donc, ils ont attaqué notre mise en demeure devant le Conseil d'État. Nous considérons que la lecture des engagements d'Orange ne laisse aucun doute quant à la nature réelle de l'engagement. Il s'agit d'un engagement de couverture d'une liste de communes qui doit être complète à une date donnée. C'est d'ailleurs ainsi que l'on... Et d'ailleurs, c'est ainsi, à mon avis, que le comprennent toutes les collectivités en zone AMI. Pour être exhaustif sur les mises en demeure, et juste simplement rappeler que nous avons aussi mis en demeure Savoie Connectée, donc c'est XP Fibre, de respecter ses obligations dans le cadre des obligations zone AMEL, et aussi SFR dans la Nièvre, donc Nièvre numérique, de respecter ses obligations dans la zone AMEL. Vous m'avez posé la question, Madame la sénatrice Loisier, du financement des réseaux, de ce qui est communément appelé le faire cher. Alors simplement dire que ce débat date pas d'aujourd'hui. Il a plus de 10 ans et pour l'instant, force est de constater que les réseaux se sont adaptés à cette croissance de trafic et la neutralité d'Internet a été préservée. Le premier point sur lequel je souhaite insister est que tout débat sur le faire cher doit exclure la remise en cause du règlement d'Internet ouvert, principe fondamental pour l'innovation
et la liberté de communication. Mais c'est important que le régulateur vous le dise et vous dise que nous y sommes très attachés. Une fois ceci posé, je trouve, à titre personnel, le débat légitime sur la responsabilisation des GAFAM, sur l'augmentation du trafic sur les réseaux. Certains défendent que seuls les clients des opérateurs seraient responsables, car c'est eux seuls qui décident de la façon d'utiliser leur accès à Internet. Mais c'est aussi oublier que le modèle économique de ces grands fournisseurs de contenu repose sur l'économie de l'attention, générant toujours plus de vidéos auto-activées, toujours plus de consommation de bandes passantes. Une responsabilisation de ces acteurs sur l'augmentation continue des volumes de données sur Internet me paraît donc, à titre personnel, intéressante. Les responsabiliser, par exemple, sur l'impact environnemental de l'explosion des usages numériques, ou encore les responsabiliser aussi sur le besoin en financement public pour la construction des réseaux très haut débit dans les territoires non rentables, je précise bien les choses, peut être une réflexion, et c'est d'ailleurs ce qu'a décidé de faire la Commission européenne. Je crois que l'annonce de la grande consultation publique est prévue pour le 10 février prochain, sur ces enjeux d'économie dans le secteur des télécommunications. Les accès à infrastructures autoroutières et autres détenteurs d'infrastructures, c'est un point qui nous est remonté, mais pour pouvoir aller plus loin en fait dans la régulation, il serait utile que les opérateurs qui se plaignent d'avoir des difficultés d'accès à ces infrastructures de génie civil nous en fassent part sous forme d'un règlement différent, pour qu'on puisse après, à partir de ce règlement différent, instruire le dossier et fixer en fait, déjà arbitrer entre les deux parties entre la partie qui nous saisit avec les difficultés qu'ils rencontrent. Et en général, les règlements différents conduisent souvent à ce que nos décisions fassent office de nouvelles normes sur un marché. Très bien. Donc nous allons maintenant prendre l'ensemble des questions. Fabien Gay et ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, une question simple. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler. C'est, je suis là, pardon, au fond de la classe, à gauche. C'est toi qui choisis ta place, hein, Fabien. Mais tout à fait, mais... Tu pourrais être là. Tout à fait. Non, il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler, c'est la disparition du timbre rouge, et ça en revient un peu à la question que vous a posée en introduction, Madame la Présidente. Ça peut se comprendre, parce qu'il y a une question de diminution du courrier, qui est un fait, mais il y a une mission d'égalité républicaine, et d'une promesse républicaine, c'est j'envoie du courrier où que je sois, et le lendemain, où que l'on soit, on le recevait. Et la disparition du timbre rouge, c'est ça. Bon, je ne parle pas du remplacement, du fait de l'email payant à 1,49 €. Bon, tout ça, tout le monde comprend bien que c'est une vaste blague. Mais lorsque nous avons dénoncé ça, c'était la question de l'égalité républicaine, et surtout de se dire que chaque jour, le facteur ou la factrice allait passer. Et c'est aussi du lien social dans beaucoup de territoires, et pas que dans des territoires ruraux. Mais aujourd'hui, depuis 15 ans... c'est la tournée des facteurs et des factrices qui s'est étendue. Les hommes et les femmes, d'ailleurs, qui y travaillent, ne font pas la même tournée du jour au lendemain, donc y compris les citoyens et les citoyennes ne les connaissent plus. Bon, bref. Et de ça, arrive une deuxième décision de la Poste, qui est de dire on va expérimenter, et on sait ce que ça veut dire l'expérimentation, la tournée un jour sur deux. Bon. Et là, je vous interroge sur une autre mission de l'ARCEP, vous n'avez pas encore évoqué, celle de la distribution de la presse. Je ne viens pas de la distribution de la presse par MLP et puis France Messagerie. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais me mettre un pas de côté. Mais par contre, pour les abonnés qui doivent recevoir leurs journaux chaque jour, il va falloir m'expliquer dans les territoires d'expérimentation comment ceci va fonctionner. Et je rappelle que la distribution de la presse... c'est une question d'égalité républicaine, mais surtout démocratique, garantie par notre Constitution.
Et la Poste, elle reçoit un dédommagement pour ça, et c'est bien normal parce que c'est évidemment du travail. Et donc, on explique que ceci ne va plus être fait par la Poste et qu'il faudra donc passer par des porteurs privés qui, évidemment, seront beaucoup plus chers pour les abonnés et pour les éditeurs de presse. Donc, comme vous êtes garante aussi de cette nouvelle mission, je voulais avoir votre avis sur cette question. Je vous remercie. Bruno Garabédian. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, entre 2012 et 2022, le nombre d'internautes a doublé et ils sont aujourd'hui environ 3 milliards dans le monde. Ainsi, si Internet était un pays, il serait le 3e consommateur d'électricité après la Chine et les États-Unis. L'immatérialité du secteur ne doit pas masquer cette surconsommation et ce coût environnemental que son usage représente. Depuis quelques années, l'ARCEP s'intéresse au sujet, il s'en est emparé, sur la surconsommation qui est liée aux usages du numérique. Vous allez publier à la fin de l'année 2023 une édition de la collecte des données et qui inclut pour la première fois l'empreinte environnementale des acteurs du numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous donner quelques éléments sur les données qui sont déjà collectées et vos préconisations? Vous m'excuserez, madame, mais je ne peux pas attendre votre réponse, mais je la verrai bien entendu en vidéo. Merci. Florence Blatrix-Contat et ensuite Serge Mérillou. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je souhaiterais revenir sur la question posée par ma collègue Anne-Catherine concernant la contribution des opérateurs, des gros consommateurs de données. On pense en particulier aux GAFAM. Le commissaire Thierry Breton s'y est dit favorable. Vous avez évoqué la prochaine consultation publique, mais j'ai cru comprendre que le Conseil des régulateurs européens était relativement réservé sur le sujet. Vous avez évoqué la responsabilité, votre volonté de responsabiliser ces acteurs, mais quelles sont, de manière un peu plus concrète, vos pistes pour les responsabiliser et selon vous la bonne méthode pour faire contribuer les GAFAM au développement de ces infrastructures numériques sans risquer en particulier de porter atteinte à la neutralité du net, et voilà, c'est bien la difficulté. Autre question, une question concernant le règlement des données Data Act, qui est actuellement en discussion au niveau européen, visant à favoriser le partage et la circulation des données. Et donc ce texte dispose que les fournisseurs de produits numériques, notamment les assistants vocaux, seraient tenus de rendre accessibles les données générées par leur utilisation aux utilisateurs et éventuellement aux entreprises tierces. Et le texte poserait également des obligations en termes d'interopérabilité. La France souhaite en outre inclure dans le champ de ce règlement les smartphones. Et donc, ma question est la suivante. Les obligations de partage posées par le futur Data Act pourraient-elles, selon vous, faciliter un diagnostic objectivé sur l'accès Internet depuis les terminaux mobiles et à terme favoriser un meilleur accès à un Internet ouvert depuis ces terminaux? Et enfin, une dernière question sur la boussole numérique qui a été publiée le 19 décembre dernier. Dans une résolution du 22 juillet dernier, le Sénat invitait à élargir l'objectif initial de couverture de toutes les zones habitées par la 5G par des objectifs de qualité de service, conformément au principe de neutralité technologique. Cette préconisation a été partiellement reprise dans le texte final qui évoque des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G. Donc que pensez-vous de cet objectif au vu des réalités du territoire français et de l'actuel déploiement de la 5G? Merci Florence. Serge Mérillou. Pour remédier aux nombreux défauts liés au raccordement à la fibre par sous-traitance en série
Moi, dans mon département, on arrive à noter jusqu'à 5 opérateurs en série, 5 sous-traitants. Donc, vous voyez ce qui reste pour celui qui fait réellement le travail, quoi. C'est ce que vous appelez le mode stock. Les acteurs de la filière, et notamment les opérateurs d'infrastructures, se sont engagés à respecter un nouveau mode stock, dit stock V2. Et donc, à présent, la sous-traitance de ces opérations de raccordement est limitée normalement à 2 prestataires, ce qui est censé corriger les irrégularités d'installation que collectivités et usagers ont trop souvent vécues. Moi, je vois des fibres, des câbles qui sont accrochés aux branches des arbres, aux branches des arbres en bordure de route, quoi. Donc, alors quand un arbre tombe, voilà, on refait comme les poteaux téléphoniques, c'est le maire qui vient remettre un poteau. Bon. Et partout dans le territoire, malgré la bonne volonté des acteurs, ces défauts d'installation persistent. Donc, plus d'1 an après l'instauration du mode stock V2, quelle est votre position vis-à-vis de ces difficultés? Comment les expliquez-vous, puisqu'on a l'impression que rien n'a changé? Et la question, c'est aussi le coût de la prestation de raccordement. Serait-elle, par exemple, sous-évaluée? Merci, madame. Merci Serge. Viviane Artigalas à côté de Serge. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, oui, vous avez annoncé, enfin on sait tous que la fermeture du réseau cuivre va se faire progressivement et que des phases d'expérimentation sont prévues. Dans mon département, les Hautes-Pyrénées, ce sont dans le lot 2, 21 communes qui sont touchées. J'ai reçu le délégué territorial d'Orange qui m'a expliqué un petit peu, qui dit qu'ils étaient les communes et qu'il allait faire le tour de ces communes. Moi, je me pose quand même des questions sur les solutions d'accompagnement qui sont prévues pour nos concitoyens fortement dépendants de ce réseau cuivre, via par exemple la téléassistance. C'est un changement majeur pour eux et je n'ai pas vu des mesures d'accompagnement. Est-ce que les opérateurs sont tenus d'accompagner quand ça va s'arrêter et qu'ils vont devoir migrer vers d'autres solutions? Celle aussi prévue pour les personnes les moins à l'aise dans l'usage des outils numériques et la migration de leurs services vers un abonnement similaire sur une ligne fibre. Là aussi, on sait très bien que si on n'a pas des personnes qui accompagnent certains de nos concitoyens dans cette migration, ça sera très très difficile pour eux. Changer une box d'un à un autre n'est pas simple. Et puis enfin, celle prévue pour les élus locaux, parce qu'ils sont souvent en première ligne dans ce type de problématique. Ils devront parfois nécessairement jouer un rôle de médiateur, y compris dans le cadre d'un refus de particulier, ce qui risque d'arriver. Donc, est-ce que vous, en tant que régulateur, vous obligez les opérateurs à faire ce type d'accompagnement, et particulièrement pour les élus locaux, j'insiste. Merci beaucoup. Avant de continuer, je demande à mes collègues d'être le plus bref possible parce que la liste est très longue. Sylviane Noël, ensuite Jean-Marc Boyer. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, lors de son audition, Madame Christelle Hedman a indiqué, s'agissant de la hausse des tarifs de gros, je cite, que l'ARCEP n'a rien fait alors que tout était prévu et annoncé dans la précédente analyse de marché. Nous nous préparons à introduire de lourds contentieux contre les décisions de l'ARCEP de ne pas avoir revu le tarif de dégroupage. Il ne s'agit pas de défendre une prétendue rente, il s'agit de défendre la qualité de service à laquelle nos concitoyens ont droit. Fin de citation. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait précisément litige entre Orange et vous sur le niveau du tarif de dégroupage? Pourquoi n'avez-vous pas engagé la révision du tarif de dégroupage en 2022 comme vous vous y étiez engagé lors de la présentation par Orange d'un plan de fermeture de son réseau cuivre? Et par ailleurs, Madame Hedman avait indiqué également qu'Orange avait beaucoup investi pour mettre à niveau quand il y a des problèmes de qualité. Certains de nos concurrents ont aussi beaucoup à faire sur leurs infrastructures. C'est au régulateur de faire le suivi. Fin de citation. Est-ce que, selon vous, les plans de reprise proposés par les opérateurs vous paraissent suffisamment ambitieux et cohérents compte tenu de l'état de dégradation et de défaillance constatés sur ces réseaux? Y a-t-il d'autres réseaux qui ont des problèmes structurels de qualité de service et qui n'ont pas encore proposé de plan de reprise de leur réseau? Et enfin, comment l'ARCEP va assurer que les opérateurs mettront rapidement en œuvre ces plans au vu des enjeux? Merci.
Merci. Jean-Marc Boyer, ensuite Micheline Jacques. Oui, merci Madame la Présidente. En attendant l'arrivée de la fibre, des demandeurs de création de nouvelles lignes cuivre se voient refuser l'installation par Orange, alors que le déploiement de la fibre est annoncé. Cet élément est important car il impacte le décommissionnement du cuivre qui est entamé et pour lequel l'ARCEP joue un rôle majeur. Et je partage aussi, comme mes collègues, le constat de l'abandon de l'entretien du réseau actuel. Alors, quelle est la règle établie par l'ARCEP? Quel rôle joue l'ARCEP? Quel rôle l'ARCEP envisage pour les collectivités locales, en particulier pour les mairies? Et pourquoi certains territoires aujourd'hui sont oubliés, non fibrés, cernés par des territoires, eux, fibrés? Pour quelle justification? J'ai des exemples et les élus n'ont aucune explication. Merci Jean-Marc. Micheline Jacques. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, lors de son audition, Madame Christelle Edman, donc directrice générale du groupe Orange, a indiqué que la modélisation tarifaire décidée par l'ARCEP en 2020 ne prend pas en compte tous les éléments du réseau, ce qui conduit à la sous-évaluation du tarif de dégroupage. Comment expliquez-vous qu'Orange indique ne pas avoir la capacité de recouvrer ses coûts avec le nouveau modèle tarifaire défini par l'ARCEP? Les conclusions du rapport du comité d'évaluation du plan France Haut Débit précisent que les aides publiques ont été mobilisées pour les territoires ultramarins au même niveau que pour le reste du territoire. Elle souligne que la couverture fibre, malgré une belle progression de 63% à La Réunion et 48% à Saint-Martin, reste très inégalitaire et sous-déployée dans les autres territoires. Le taux de couverture variant de 36% à Saint-Barthélemy à 0% à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La sous-évaluation du tarif de dégroupage indiqué par Orange ne risque-t-elle pas de freiner le déploiement de la fibre dans ces territoires et de compromettre l'objectif de généralisation de la fibre à l'horizon 2025 fixé par le gouvernement? Et enfin, j'ai constaté un écart du tarif de dégroupage de 2,5 € avec l'Allemagne. Comment l'expliquez-vous? Merci Micheline. Martine Berthet de Savoie. Merci Madame la Présidente. Effectivement, de Savoie, donc avec ce recours. Ma question, Madame la Présidente, j'ai deux questions. Le rythme du déploiement est un point important pour nos collectivités territoriales, nos entreprises et nos concitoyens, mais la qualité peut poser problème. On observe trop souvent que le déploiement se fait en aérien pour aller vite, au détriment de la qualité et de la résilience. Quel regard avez-vous sur ce point ? Le déploiement de la fibre est un objectif majeur pour Orange, mais l'entretien ou la fermeture du cuivre doit être réalisé en simultané, donc plus de coûts et moins de recettes. Cela questionne sur les moyens avec lesquels les réaliser pour notre opérateur historique qui investit, mais voit d'autres opérateurs commerciaux en recueillir les bénéfices. Merci. Christian Redon-Sarrazy, Monsieur Franck. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de l'ARCEP, donc je vous donne quelques chiffres. Limoges, 12 000 prises manquantes dans le périmètre de la zone AMI. Brive, la couverture FTTH sur la zone AMI était en novembre de 88% sur l'agglo, soit donc 6 000 habitants qui ne sont toujours pas connectés. Ces situations sont d'autant plus inacceptables que dans le même temps, le syndicat mixte Dorsal a achevé la couverture de la zone d'initiative publique, y compris dans des zones très rurales. Et je peux en témoigner, c'est le cas dans ma commune et dans mon village. Au-delà des zones AMI, les collectivités s'inquiètent des risques de complétude pesant sur les zones AMEL. L'AVICA le relève d'ailleurs dans son analyse des statistiques en disant que les AMEL suivent le chemin des AMI en matière de retard et lenteur, ce qui est de très mauvais augure pour nombre de territoires ruraux notamment. Un positionnement de l'État est, dans tous les cas, attendu de pied ferme par les collectivités. Donc va-t-on en rester au stade du dialogue ou de la simple mise en demeure, ou bien envisagez-vous de réelles sanctions pour ces retards dans le déploiement de la fibre au mépris des engagements pris par les opérateurs? Oui, voilà. Pardon. Merci Christian. Franck. J'ai raccourci. Oui, bravo. Merci beaucoup Christian. Franck Montaugé, ensuite Anne-Charles Archer. Merci Madame la Présidente pour votre présentation. Sur le devenir du réseau TNT, votre prédécesseur, M. Soriano, considérait que ce réseau est à bout de souffle, mais il ne voulait pas que les fréquences TNT soient attribuées aux opérateurs.
quelles sont, Madame, vos positions relatives au devenir de la TNT, à l'utilisation éventuelle de la bande 470-694 MHz, et en particulier pour du très haut débit. Le très haut débit hertzien, certains l'appellent très haut débit numérique, hertzien, pourrait permettre, entre autres objectifs, de connecter au très haut débit donc des foyers non facilement raccordables au FTTH. C'est souvent le cas dans le rural diffus et en situation isolée. Donc cette question, derrière cette question, entre autres sujets, il y a la fin du réseau cuivre qui sera problématique pour les foyers non connectables à la fibre optique. Voilà, donc je voudrais savoir quelle est votre doctrine ou vos réflexions en la matière. Je crois que vous êtes déjà exprimé publiquement là-dessus. Ça serait intéressant que vous nous précisiez les choses. Merci. Merci beaucoup, Franck. Anne Larcher, ensuite Daniel Grémillet qui est parti. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais me permettre juste d'insister, Madame la Présidente, sur le mode stock qui a vraiment démontré ses limites. Des territoires entiers qui ont joué le jeu de la fibre en investissant de façon majeure et qui ne peuvent pas être malheureusement les boucs émissaires de tout un tas d'abonnés qui se retrouvent débranchés. On le sait très bien, hein, la technique qui consiste à débrancher quelqu'un pour brancher quelqu'un d'autre et qui se retrouve dans un désarroi total, notamment en territoires ruraux. Donc vraiment, je me permets d'insister sur les limites de l'exercice. Malheureusement, je crois que ça ne concerne pas que les territoires ruraux. Daniel Grémillet, pardon, et enfin on finira par Françoise Ferrat. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, ça tombe bien parce que je prolonge l'intervention de notre collègue Anne. La région Grand Est a fait le choix, effectivement, de faire un investissement et de raccorder l'ensemble des concitoyens à la fibre. Et on assiste à du gâchis parce qu'effectivement, la qualité des intervenants pour les opérateurs, et ça a été évoqué par plusieurs sous la sous-traitance, met à mal, effectivement, ce déploiement énorme et ses moyens financiers. Il y a un vrai souci, là, au niveau des opérateurs. Pire que ça, je voudrais vous alerter sur le fait qu'on a mis beaucoup de moyens, mais que parfois la qualité du travail diminue la qualité, en fait, de la capacité de la fibre telle qu'elle était envisagée. Première question. Deuxième question, là aussi, il y a un souci pour le futur. La fin du cuivre, comment ça va se passer pour les transports, et notamment les poteaux? Qui va entretenir les poteaux par rapport aux supports, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des supports sont des supports cuivre. Merci beaucoup, Daniel. Et pour terminer, Françoise Ferrat. Merci, Madame la Présidente. Ma question vient en poursuite de celle posée par mon collègue Fabien Gay. Si j'en crois la lecture de la presse, justement, ce petit monde est un peu en émoi et sous haute tension, si j'ai bien lu. S'agissant du fait que les ventes baissent globalement de 10% par an et que le prix du papier, ça n'étonnera personne, a augmenté de 40%. Dans l'urgence, le gouvernement s'apprête à débloquer 30 millions d'euros pour venir en aide à la distribution des titres. Madame la Présidente, si les pouvoirs publics ne changent pas leur répartition, cette aide sera, comme toujours, versée exclusivement à la presse quotidienne nationale, ou plus exactement à France Messagerie. Le concurrent les MLP, précisément, qui représente 550 éditeurs et distribue près de 3000 titres, ne toucherait rien. Madame la Présidente, pouvez-vous nous faire connaître votre position, votre sentiment sur ce point ? Merci Françoise. Et Madame la Présidente, j'ai une toute petite question presque de néophyte. Lors d'un déplacement en Californie, notre commission est allée visiter SpaceX et donc on nous a beaucoup parlé, au passage en nous prenant un peu en otage, du développement de Starlink et des communications au travers de la constellation d'Elon Musk. Quel est le rôle de l'ARCEP sur les télécommunications par satellite et en particulier de Starlink? Voilà. C'est vraiment une question sans arrière-pensée.
Quel menu! Je mesure aujourd'hui, en fait, ce que ça fait d'avoir autant de questions d'un coup. Parce que si je peux faire une confidence, c'est finalement la première fois que je suis auditionnée devant une commission permanente depuis ma nomination comme présidente de l'ARCEP. Non, il y a peut-être eu la commission du développement durable juste après ma nomination. Mais voilà, donc merci beaucoup pour toutes ces questions qui montrent l'intérêt que vous avez au sujet que porte l'ARCEP. Et c'est vrai que ça touche le quotidien des Français. Alors, je vais commencer par la presse, parce que j'en ai pas parlé dans mes propos liminaires. J'avais prévu d'en parler, mais comme les propos de Madame la Présidente étaient axés sur la Poste et les télécoms, voilà, pour raccourcir les propos liminaires, je n'avais pas parlé. Donc, Monsieur Gay, vous m'avez d'abord parlé de la Poste. Donc, j'ai un mot sur la Poste, sur la mission d'égalité républicaine et sur le fait qu'on est très vigilant aussi sur ce sujet. D'abord pour faire respecter les obligations qui sont celles de la Poste au titre des services universels, obligations qui sont fixées par la loi. Donc voilà, c'est sûr. Et donc nous avons dans notre avis en fait concernant le renouvellement de la gamme tarifaire de la Poste insisté sur l'accompagnement nécessaire et notamment de l'accompagnement nécessaire sur la e-lettre rouge et de trouver une solution pour que l'ensemble des citoyens puissent utiliser cette lettre rouge, qu'ils aient ou non accès à Internet. Concernant la distribution de la presse par la Poste, il y a une obligation de tournée quotidienne, donc il y a une continuité. Et si jamais c'est pas le cas, et si jamais il y a des difficultés de qualité de service sur ce sujet-là, nous demanderons des comptes naturellement à la Poste et ferons respecter les obligations au titre de la mission de service universel de la Poste. Après, le choix revient à l'éditeur de savoir s'il passe par la Poste ou s'il passe par un distributeur privé. Concernant l'autre question sur la presse, Oui, pardon. Madame la sénatrice, vous m'avez posé la question des subventions accordées à la presse. Alors, ce sont des subventions qui sont versées aux éditeurs. Ce sont toujours des subventions qui sont versées aux éditeurs. Nous avons un regard, nous avons la mission d'évaluer les surcoûts que supporte France Messagerie dans le cadre de la distribution de la presse quotidienne. Notre mission est une mission d'évaluation. Nous ne rentrons pas, en fait, dans la façon dont est financée France Messagerie. Pour autant, nous sommes extrêmement, et nous l'avons dit dans nos avis, malgré la hausse des tarifs par France Messagerie, l'équilibre de France Messagerie nous paraît fragile. C'est un message important, étant donné la mission d'intérêt général que porte France Messagerie dans la distribution de la presse quotidienne papier auprès de tous les marchands journaux de France. Enfin, je permets d'alerter sur ce sujet la représentation nationale, puisque j'en ai l'occasion. Concernant la question de SpaceX, Madame la Présidente, notre rôle sur Starlink, c'est l'attribution des fréquences pour les stations terriennes. Voilà. Et il se trouve que la France a des stations terriennes vis-à-vis des satellites, parce qu'on a une place en Europe qui est assez idéale pour couvrir après la couverture européenne par les satellites Starlink. Nous avons eu pas mal d'échanges en fait sur les constellations satellitaires au sein du collège, parce qu'on voit une multiplication de ces constellations et du lancement de ces constellations, les unes en concurrence avec les autres, mais ce qui fait quand même beaucoup de satellites dans l'espace. Et donc nous allons faire un atelier, une réflexion au cours de cette année sur l'empreinte environnementale que génère la multiplication de ces constellations.
voilà, c'était un point, un pied de côté par rapport à votre question, mais qui est pour nous quand même un sujet d'attention, de voir comment on peut à l'avenir maîtriser aussi l'empreinte environnementale du lancement de ces constellations. Beaucoup de questions ont été posées sur la qualité de service de la fibre, sur le mode stock. Juste un mot sur le mode stock. C'est pas le mode stock en lui qui pose un problème, pour moi. C'est les problèmes, c'est la difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu de mise en place de processus de contrôle par les opérateurs entre eux dans les opérations stock. Donc ce sont des problèmes opérationnels. Parce que le mode stock lui-même a permis en fait l'engagement des opérateurs commerciaux à commercialiser la fibre. Et si aujourd'hui on a plus de 50% des abonnés français qui sont sur la fibre, et avec sur les réseaux fibrés, souvent au bout d'1 ou 2 ans, on a 70 à 80% de taux de raccordement par rapport à ce qui existait avant le cuivre, c'est sans doute grâce au mode stock et à la motivation qu'ont les opérateurs commerciaux. En revanche, je nie pas les problèmes. Et je ne le nie pas, j'ai dit que ça a été ma première priorité en arrivant. Donc ce qu'on s'est attaché à faire, c'est que les opérateurs mettent bien en place les processus de contrôle. Donc ils ont développé de nouveaux outils. Au compte-rendu d'intervention qu'ils faisaient, ils y rajoutent des photos qui sont analysées par des algorithmes pour permettre de repérer s'il y a des défauts. Et deuxièmement, ils ont déployé, mais ça c'est depuis très récemment, entre septembre et la fin de cette année, un outil qui s'appelle e-intervention pour qu'on sache quel opérateur intervient à quel moment sur le réseau. Donc pour avoir une traçabilité de qui fait quoi. L'exploitation de l'ensemble de ces informations par les opérateurs d'infrastructure et par les opérateurs commerciaux dans leurs échanges vont permettre de déterminer en fait quels sont qui pratique les malfaçons pour pouvoir après appliquer des sanctions dans les contrats. Alors pourquoi ça n'a pas encore d'effet sur le terrain et vous le voyez pas encore aujourd'hui, c'est parce que c'est quand même encore très 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 récent. À cela, on a demandé aux opérateurs et à leurs sous-traitants de former correctement leurs agents d'intervention et qu'il y ait un label mis en place sur les agents d'intervention. Là, je dois dire que ça avance plus lentement, mais nous sommes très attachés à ce que les opérateurs et leurs sous-traitants avancent sur ce sujet. Et troisième axe qui a été mis en place et qui se décline actuellement, c'est une reprise en fait de tous les malfaçons qui existent sur tous les réseaux au fil de l'eau. Et donc ça veut dire que quand vous avez en fait une armoire de rue qui est tout emmêlée, l'agent d'intervention il a du mal à travailler correctement. Et si vous allez voir ça sur le terrain, on comprend les difficultés qu'eux-mêmes peuvent rencontrer à raccorder. Et donc il faut que l'opérateur d'infrastructure qui a mis en place ces armoires propose en fait aux opérateurs commerciaux des armoires de rue qui soient propres, rangées. Et donc ça nécessite des reprises régulières de l'ensemble des malfaçons. Et à côté de ça, on a des réseaux particulièrement accidentogènes. Et là, il y a une question supplémentaire. Est-ce qu'on estime que les plans de reprise de ces réseaux très accidentogènes sont suffisants? Je veux dire, on va faire le suivi. Ce que nous ont présenté les opérateurs, c'est des plans de reprise complète de leur réseau. Donc, naturellement, le point de mutualisation, donc l'armoire de rue, mais aussi derrière tout le réseau, derrière toutes les pas lignes optiques, mais tout le réseau qui est derrière, les points de branchement aussi, et derrière les points de branchement si nécessaire. Donc on a eu 2 plans de reprise pour l'instant que je vous ai mentionné en introduction, et nous avons reçu, parce qu'il y a un autre réseau il y a d'autres réseaux qui sont concernés, mais qui concernent beaucoup moins de lignes. Ce sont des réseaux de Free en région parisienne, donc à Sarcelles par exemple, et dans d'autres communes où Free vient hier exactement de nous envoyer leur plan de reprise, notifier leur plan de reprise. Donc avec ça, on espère que sur ces réseaux accidentogènes qui concentrent en fait
une grande majorité des incidents, on aura des améliorations courant 2023. Une question qui est liée à la qualité de service de la fibre concerne la rémunération des sous-traitants. Alors pour nous, c'est assez clair, hein, c'est au grand donneur d'ordre d'assurer une rémunération suffisante des agents d'intervention, et notamment par rapport aux exigences de qualité de service que nous attendons. Et nous avons rappelé aux opérateurs l'importance de rémunérer correctement les agents d'intervention sur le filière, non seulement pour que les personnes recrutées aient une formation suffisante, mais aussi pour que la filière continue à attirer des agents, enfin des personnes pour réaliser le travail. Aujourd'hui, il manque 2000 à 3000 personnes sur le terrain, sur la filière des services de télécommunication. Et c'est un enjeu, en fait, de rendre cette filière attrayante. Et c'est l'objectif, enfin, et je dirais, c'est la responsabilité des donneurs d'ordre de le faire. À l'occasion, quand même, je voudrais saluer la renégociation qu'a pu avoir Orange avec les sous-traitants en octobre et novembre. Et c'est important parce que Orange est quand même le premier donneur d'ordre du secteur. Sur les déploiements des zones AMI, et ça a été cité sur plusieurs communes, sur les obligations de complétude, on a mis en demeure Orange de respecter leurs obligations aux zones AMI. Ils ont contesté cette mise en demeure devant le Conseil d'État. C'est ce que j'ai dit en introduction. Et donc, pour l'instant, on instruit naturellement les objectifs liés à notre mise en demeure. Mais je veux dire, mon objectif, naturellement, c'est que l'ensemble de ces réseaux et l'ensemble de ces obligations soient respectés. Pour revenir à une question plus générale, vraiment plus générale, qui a été posée par Madame la Présidente en introduction, de savoir comment on travaille avec les opérateurs et comment on fait respecter les obligations des opérateurs. On cherche toujours le meilleur moyen pour avoir des résultats, vraiment. On a pensé par exemple sur le mode SOC que le meilleur moyen, c'était de travailler avec les opérateurs pour qu'ils mettent en place ces processus de contrôle, pour qu'ils se rendent compte et qu'ils ne soient plus dans le déni de la situation. Et par rapport aussi aux outils qu'on peut avoir. Sur les obligations de complétude, on met en demeure très régulièrement les opérateurs de respecter leurs obligations. Et on aura, enfin, la formation ou les formations correspondantes n'auront aucun état d'âme, je dirais, à faire respecter les obligations et à aller plus loin si nécessaire. J'essaie de retrouver toutes les questions que j'ai pas. Il y a eu plusieurs questions aussi sur l'environnement concernant le retour d'expérience typiquement de notre première collecte de données de l'enquête annuelle que nous réalisons sur la collecte de données. Nous l'avons fait auprès des opérateurs en 2020 et en 2021 et 2022, et nous avons restitué des informations montrant typiquement que ce qu'on a pu collecter comme information nous a donné comme enseignement que le réseau fibre consommait 4 fois moins d'énergie par abonné que le réseau cuivre, que les réseaux mobiles consommaient 2 fois plus d'énergie que les réseaux Wi-Fi. Et donc, ça nous a permis de sortir une liste de bonnes pratiques que nous avons mis en ligne sur Internet pour tous les citoyens, de savoir quels sont les bons usages, en fait, pour limiter l'empreinte environnementale du numérique. Ça donne en plus du crédit à la démarche de fermeture du réseau cuivre que l'ARCEP accompagne non seulement pour des raisons économiques, parce que ça serait stupide de garder 2 réseaux en parallèle économiquement, mais aussi pour des raisons environnementales, puisque le nouveau réseau fibre est beaucoup plus sobre d'un point de vue énergétique que le réseau cuivre précédent. Il y a
Et puis je vais revenir sur le tarif de dégroupage. Sur la maintenance des poteaux, oui. Sur alors, le propriétaire du génie civil aujourd'hui est Orange et il a des obligations de remplacer les poteaux. Alors souvent à la demande des opérateurs d'infrastructure, mais il a l'obligation de remplacer les poteaux. Dans le cadre de la nouvelle analyse de marché, on regarde si on ne peut pas renforcer cette obligation. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est que ces obligations liées au génie civil d'Orange ont été détachées finalement des obligations qui sont liées au réseau cuivre dans le cadre de notre analyse de marché. Donc ces obligations pourront perdurer après la fermeture du réseau cuivre, ce qui est nécessaire, ce qui est important. Voilà. Il en aura l'obligation. Il en aura l'obligation, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que nous avons séparé préalablement à l'analyse de marché de 2020, l'ensemble des sujets étaient liés au sein d'une même analyse de marché qui était sur le réseau cuivre. Et en 2020, sagement, l'ARCEP a séparé les deux sujets en disant il y a des obligations de génie civil d'Orange. Et on travaille actuellement sur la prochaine analyse de marché, donc on est en train d'étudier ça. Et puis, il y a des obligations qui sont liées au réseau cuivre. Donc, une fois qu'il n'y aura plus de cuivre, les obligations liées au génie civil d'Orange seront maintenues. Mais s'ils ne le font pas, alors soit il n'y a plus de réseau dessus. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas le problème. S'il y a un réseau fibre dessus, dans ce cas-là, l'opérateur d'infrastructure pourra venir nous voir en règlement de différend pour dire que Orange ne respecte pas ses obligations. C'est-à-dire, mais c'est extrêmement important. C'est la façon dont ça marche. Donc, et nous sommes très attentifs à ça. C'est-à-dire qu'on a auditionné les opérateurs. Ouais. N'hésitez pas dans ce cas-là à me signaler des sujets pour qu'on leur signale bien évidemment. Je ne suis pas naïve, hein. C'est-à-dire que quand je vous ai dit mon attention particulière aux enjeux de qualité de service sur les réseaux cuivre, ça intégrait aussi la qualité sur le génie civil. Et la qualité sur le génie civil. Et j'ai personnellement demandé au service la semaine dernière de vérifier comment, dans la prochaine analyse de marché, on pourrait regarder ça de façon plus fine et de façon plus... Voilà. Donc on a bien ce souci en tête et cette réflexion en tête. Sur le tarif du dégroupage, je crois que j'ai dit en propos introductif ce que je pouvais dire. Ce que j'ai rappelé, c'est que les revenus d'Orange au titre du réseau cuivre, de la boucle locale cuivre, c'est 2 milliards d'euros. Ils nous ont saisis en octobre 2022 d'une demande de révision de tarif de dégroupage qu'on a examinée. On a trouvé légitime une des demandes, celle qui est liée à l'IFER, et on a mis en consultation publique en décembre, donc rapidement, cette proposition. Et après, ça va continuer son cours. Vous savez qu'on doit notifier à la Commission européenne des décisions qu'on prendrait éventuellement à ce sujet. Orange a attaqué l'ARCEP, la décision de l'ARCEP sur le tarif de dégroupage devant le Conseil d'État, et je ne peux pas vraiment en dire plus maintenant. Quelles sont les questions que j'ai oubliées ? Une question sur l'outre-mer, je crois. Ah, et la TNT aussi. Et la TNT. Alors, sur l'outre-mer, c'est vrai que les territoires ultramarins, sauf la Réunion était un des premiers départements fibrés en France, mais les autres départements outre-mer sont un petit peu en décalage par rapport à la moyenne des départements français. Dans tous les départements d'outre-mer, sauf je crois, à Mayotte, il y a des projets de déploiement de la fibre, mais qui sont portés, comme partout en fait en France, par les collectivités. Donc, s'il y a des problèmes spécifiques, je pense qu'il faut aussi que vous regardiez. C'est pas lié à la régulation que l'ARCEP met en place. Je pense pas. C'est plus des sujets à voir avec la NCT.
et les collectivités, et en concertation avec les collectivités concernées, bien sûr. Sur la TNT, ce que je sais, c'est qu'on doit... que la décision finale s'appliquera qu'à partir de 2030 sur cette bande, et que pour l'instant, tous les jeux sont ouverts. C'est-à-dire qu'on doit prendre la décision finale en 2025 pour une application en 2030. C'est ça, je me retourne vers Olivier. Voilà. Donc il y a un point d'étape en 2025 sur ce sujet, donc peut-être une nouvelle orientation d'affectation de la bande ou pas en 2025. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'analyse de la situation, prenant en compte les besoins de chacun des secteurs, soit faite de façon objective entre les besoins des télécommunications et les besoins de l'audiovisuel, pour savoir comment gérer au mieux et comment, à qui attribuer, à qui affecter en fait cette bande de fréquence. L'attribution sera faite en 2030. Ma question était, est-ce que vous considérez que ça peut être une solution technique au raccordement, à l'accès au très haut débit, en situation isolée? Et ça rejoint une autre question qui m'a été posée en fait sur les solutions alternatives, la 5G et tout ça. L'objectif qu'a pris la France dans le cadre du plan France débit est de déployer la fibre partout d'ici 2020. Et donc, sauf cas d'exception, il peut y avoir des exceptions. Je sais pas ce que vous appelez beaucoup, mais ça c'est un travail qui est devant nous. Mais moi, les situations que j'entends difficiles, exceptionnelles, et ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y aura pas la fibre à terme, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Voilà. C'est ce qui me remonte en fait des remontées des opérateurs, des remontées. Non, c'est pas une moyenne nationale, c'est une moyenne sur les réseaux d'initiative publique. Pour autant, les solutions alternatives seront nécessairement mobilisées, notamment si, au moment de la fermeture du réseau cuivre, il n'y a durablement pas la fibre et que l'OI, l'opérateur d'infrastructure, a une bonne raison pour le faire. Quelquefois, c'est aussi, vous savez, des raisons qui sont liées au fait que le propriétaire privé ne veut pas faire les travaux chez lui et donc qui préfère une solution alternative, et que dans ce cas-là, la fibre ne va pas desservir ce local-là, puisque on va amener la fibre à ce local-là que s'il y a une demande. En fait, derrière le point de branchement, le raccordement final est fait que s'il y a une demande naturellement sur le local. Donc il y a ici des cas où c'est des choix privés. Mais oui, il y aura ponctuellement mobilisation de technologies alternatives. Alors ça peut être la 5G, ça peut être la 4G+, ça peut être voilà, d'autres technologies. Pardon ? Et le satellite aussi, bien sûr. Voilà. L'accompagnement des collectivités locales. Sur un des facteurs clés de succès pour moi, c'est ce que j'ai dit vraiment, c'est la gouvernance et la concertation. Et la gouvernance et la concertation avec les collectivités locales. Et j'aimerais même que les collectivités locales qui le veulent puissent jouer un rôle plus important aujourd'hui dans le choix des communes fait par Orange. Parce qu'il y a des communes qui sont très motivées. Moi, j'ai des élus qui m'écrivent, notamment des présidents de départements qui m'écrivent pour me dire on a fibré partout, on veut plus de communes dans les lots de fermeture. Et pour autant, aujourd'hui, Orange ne fait pas sa sélection de cette façon-là. Et sur les accompagnements des citoyens, oui, il faut de l'accompagnement citoyen. Bien évidemment, à la fois par les opérateurs, mais certainement aussi par de l'action publique. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour l'ensemble de ces réponses. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être un peu plus rapidement, voilà, que cette fois-ci pour traiter des points particuliers. Merci en tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup.